Mildred Canizales, Patrick Marceau, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Vous êtes les parents de 9 enfants nés entre 1997 et 2013. Oui. Ça fait quand même un bel éventail d'expériences. Vous avez vécu l'entrée dans le 3e millénaire avec vos enfants. Oui. Et l'entrée du monde des technologies aussi dans votre foyer. En 97, c'était les balbutiements d'Internet, de l'Internet domestique. Exact. On n'avait pas d'ordinateur dans ce temps. On n'avait pas d'ordinateur. On avait un tout petit écran de télé. 13 pouces. Dans le salon. Les amis du quartier venaient écouter la télé. Sur une 13 pouces. Sur une 13 pouces. Alors, le monde a énormément changé. Je ne veux pas vous vieillir inutilement, là, mais le monde a changé dans les 25 dernières années. Vous avez vu vos enfants grandir dans cet univers-là changeant. Et la société a changé aussi avec ce rapport-là. Clairement. Oui. Racontez-nous comment ça s'est fait. Je pense que ça s'est fait en 3 phases. Hein. On peut le lire là, dans un reportage auquel vous avez contribué dans ce numéro spécial aussi. Il y a eu 3 générations dans vos enfants. Racontez-nous ça. Dans le fond, l'entrée du téléphone intelligent est arrivée entre notre 3e et 4e enfant dans la vie des jeunes. Donc, nous, nos 3 premiers enfants n'ont pas vraiment connu, à l'âge du secondaire, qui est l'âge vraiment où des habitudes de vie se prennent, puis des orientations, n'ont pas connu l'entrée du cellulaire dans leur vie. Fait que nous, on a vu ces enfants-là avaient été élevés, dans le fond, un peu comme les enfants d'avant. Dans un monde semblable à celui dans lequel vous avez grandi vous-même, à quelques différences près. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, sur le plan de la relation entre le cellulaire, les études, la relation avec les amis, c'était quand même assez similaire. Par la suite, on a eu 3 autres enfants. Là, et on a 3 autres enfants où eux ont vraiment connu l'arrivée des cellulaires. Où là, on a vu un changement. Je dirais un changement dans le fond, le comportement. Dans le fond, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que ça consommait du temps. Le cellulaire... On ne voulait pas de cellulaire, on n'en achetait pas, mais ils en recevaient des amis. Ben non. Parce que les amis, leur cellulaire étant vieux ou en recevant un cadeau à leur fête ou à Noël, bien, ils les donnaient à nos enfants. Donc, nous, bien... On les découvrait avec des cellulaires qu'ils avaient reçus en cadeau. À vrai dire, nous-mêmes, on n'avait pas, mais nos enfants en avaient. Est-ce qu'ils vous le demandaient à Noël, justement, ou à leur anniversaire? Est-ce qu'ils demandaient « Ah, j'aimerais savoir un portable, ça dépasse le budget de nos cadeaux. Mais non, il n'y avait pas besoin d'en demander. Ils savaient la réponse. Il y avait une abondance. Ah oui? Il y avait ça gratuitement, en plus. Oui. C'est fou. Mais ce qu'on même, on a refusé, c'est des jeux vidéo, par exemple. Parce que nous, on ne veut pas de jeux vidéo à la maison. Même des parents étaient venus nous en offrir parce qu'ils étaient... Puis leurs enfants s'en servaient plus parce qu'ils en avaient reçu de nouveau. On se disait non, parce qu'on veut qu'ils soient ensemble, on veut qu'ils soient entre eux, qu'ils s'amusent. Dans le fond, nous autres, on a une culture de famille, de sport compétitif. Puis moi, ben, je consomme énormément de temps à suivre mes enfants là-dedans, puis je leur ai tout simplement dit, vous avez le choix entre sport compétitif ou les jeux vidéo, mais ça se passera pas. De plus, moi, j'aime pas ça tant que ça, les jeux vidéo, fait que c'est une des raisons aussi pour pas faire pas rentrer. Tu parlais du 2e groupe, et ensuite, il y a un 3e, le plus jeune. Alors, c'est le 2e. Attendons un petit peu, pause sur le 2e groupe, la 2e batch, là, au QV, je ne sais pas comment la nommer. Les numéros 4, 5, 6, finalement. Oui. Ils n'osaient même pas demander un téléphone, ou en tout cas, ils n'avaient pas besoin de le demander parce que leurs amis, là, on parle de quel âge, le 12, 13, 14 ans? On parle de vraiment... secondaire. La période du secondaire. Le 13-17. À peu près de 6e année du primaire. C'est arrivé en 6e année du primaire. Puis ils ont commencé à faire partie... Ils faisaient partie des équipes de basket. Il y avait des pages Facebook ou des groupes Facebook. Puis nous, on voulait, non, vous allez nous envoyer des courriels ou vous allez nous appeler quand le match est annulé. Il y a toujours les parents pas fins qui veulent avoir des courriels au lieu du site Facebook. Mais, dans le fond, les jeunes, nous, on ne connaissait pas ça. Ouais, c'est fait ça. que ces jeunes-là sont arrivés et ils le connaissaient. Et un en particulier de nos enfants qui était très, très habile là-dedans. Nous, on essayait de contrôler le Wi-Fi. C'était toute une aventure de contrôler le Wi-Fi.
écoute, sont même allés jusqu'à créer une identité de notre laveuse à linge sur le Wi-Fi en se faisant passer pour cette laveuse à linge-là pour avoir un autre accès. On l'a jamais su. On l'a su seulement quand James est venu chez nous pour l'article. Autrement, on le savait pas. Vous en apprenez encore là, des mauvais coups qu'ils ont fait. En conséquence, des fois, on prenait le cellulaire, on le jetait, on l'a même écrasé devant eux autres. Je l'ai même mis au compost. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Mais mon enfant nous a dit récemment, mais je l'ai sorti du compost. Maman, tant mieux! J'ai dit, je voulais pas que les personnes se blessent à la ville à cause d'un cellulaire que j'ai mis. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé des conséquences? Mais il déjouait toujours. On a fait vraiment, écoute, j'ai même fait fabriquer de mes mains une table de charge. Oui. Parce qu'un des problèmes avec le cellulaire dans les familles, c'est quand les enfants amènent les cellulaires dans la chambre le soir. Oui. Et là, évidemment, ils peuvent regarder toutes sortes de choses. Et on s'est dit, il faut combattre le cellulaire le soir, la nuit. Fait qu'on a fait une table de charge. On s'est dit, voilà, une belle table de charge, tout le monde va pouvoir se brancher des circuits électriques là-dedans, quelque chose de bien. Qui était dans un lieu, un espace public central de la maison. Il y a juste Mildred et moi qui l'utilisaient. On a même acheté, parce que l'excuse première, c'est on n'a rien pour nous réveiller. C'est notre réveil matin. C'était rendu un réveil matin. Ben oui. On a acheté plusieurs cadrans pour réveiller tout ce monde-là. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc, on a eu aussi un autre combat. C'est qu'en faisant la gestion du Wi-Fi, on était aussi en interférence avec nos plus vieux, qu'eux aussi avaient commencé à avoir l'usage des technologies, mais avec un peu plus de discernement. Puis qui étaient à l'université, qui avaient des travaux à faire. Des travaux à faire, des travaux plus tard. Il y a peut-être des raisons légitimes, c'est ça. Exactement. Eux autres, c'est ce qu'ils nous disaient. Puis là, nous autres, on disait, ben non, on a besoin de protéger les plus jeunes, mais nous, on en a besoin. Fait qu'il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ça. Ouais. Et on a cédé. On a cédé et aujourd'hui, je pense qu'on aurait peut-être dû un peu moins céder là-dessus. Puis de les forcer à s'organiser autrement pour protéger les plus petits. Oui. Mildred, la troisième cohorte d'enfants, les numéros 7, 8 et 9, qu'est-ce qui s'est passé différent? Eux, bien, il y a eu des changements entre-temps parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des enfants qui étudiaient moins parce qu'il y avait des cellulaires et ça les distrayait beaucoup. Les écoles ont remarqué ça aussi. Ben oui. Donc, il a commencé à avoir des études et on a commencé à donner des formations aux parents pour nous aider dans les écoles, nous dire de limiter le temps d'écran parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des répercussions même au niveau du cerveau, du développement, toutes sortes de conséquences. Donc, nous, en plus, on a écouté une émission, les écrans de fumée. Oui, dans le fond, derrière Netflix. Les écrans de fumée de Netflix, c'est ça. Exact. Un documentaire, Un documentaire, puis qui nous a quand même fait voir que derrière les écrans de fumée, derrière tous ces écrans-là, il y a quand même des entreprises, des personnes qui ont malveillance, parce qu'ils souhaitent c'est tout simplement accrocher les jeunes et profiter de leur innocence pour leur proposer toutes sortes de produits, toutes sortes de pensées, tout ça. Et on a fait écouter ça aux enfants, puis ils ont vu que, OK, oui, même entre eux, les plus vieux ont commencé à discuter pour même eux-mêmes enlever des applications qu'il y avait de leur cellulaire, parce qu'ils voyaient que c'était pas... Ça créait des espèces de dépendance. De dépendance. Et les plus jeunes, en écoutant ça, et ayant des familles qu'on côtoie aussi, parce que oui, c'est vrai que nous, j'arrive dans la classe, quand j'étais dans la classe de maternelle à mon plus jeune, il y avait des parents qui étaient vraiment 20 ou 30 ans plus jeunes que nous. Donc, on côtoie des jeunes parents, des jeunes familles qui nous aident beaucoup parce que de leur côté, les jeunes familles ont décidé de leur côté, dire pas d'écran. Et comme ce sont des enfants de nos amis, elles sont des amis de nos enfants plutôt, eux, nos enfants, à leur tour, ils disent bien, on ne veut pas d'écran parce qu'on voit qu'il y a des familles qui peuvent vivre sans écran. Bien, nous, on ne veut pas d'écran. Donc, on ne veut pas avoir d'écran. Fait qu'on a dit, d'accord, on ne veut pas d'écran. Fait que ce qu'on a décidé pour cette troisième, on pourrait dire, génération d'enfants technologiques, c'est qu'on s'est fié, dans le fond, aux documents derrière nos écrans de fumée où les concepteurs sont vraiment venus expliquer, ceux qui avaient conçu ça, qu'on leur a demandé à quel âge vous commenceriez avec vos enfants. Ils ont dit 16 ans, pas avant 16 ans. Bien, nous, on a décidé de faire ça. C'est intéressant parce que dans la communauté du Bruderhof dont je parlais il y a quelques minutes, une règle qu'ils ont gardée, c'est qu'avant 17 ans,
aucun enfant n'a de téléphone intelligent ou accès à un écran. C'est une règle communautaire. Fait que c'est intéressant. Eux, je ne sais pas s'ils ont regardé nos écrans de fumée. Ils se sont probablement basés sur leur propre méthode de discernement. C'est des années de socialisation, Oui. de formation du cerveau. Il y a tellement de choses qui se passent entre 12 et 16 ans. D'ailleurs, au niveau de la formation du cerveau, c'est un peu plus lousse quand même, mais la Société des pédiatres du Canada recommande fortement d'interdire tout contact avec les écrans avant 3 ans. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le développement du cerveau là, dans l'enfance. Mais en même temps, on a vécu que tous les tableaux verts avec une craie sont commencés à sortir des écoles. Donc, ils ont des écrans numériques, ils commencent à avoir des ordinateurs de Chromebook qui le reçoivent en premier secondaire ou même des ordinateurs en classe. Donc, ils sont plus à l'aise avec l'ordinateur que je peux l'être. Mais rendu à la maison, ça vient aussi un combat parce que nous, on se dit non. Tu peux faire tes devoirs, oui, mais passe pas trop de temps non plus. On veut que tu joues, on veut que tu lis, on veut que tu aides maman, que tu fasses ta chambre. Fasses de la musique. Fasses de la musique mais quelque aussi, chose qui est très important, c'est le réseau familial des autres familles autour de nous. Parce qu'on ne peut pas être seul au monde dans ce combat-là. S'il y a d'autres familles que les jeunes connaissent, qu'eux aussi pensent que c'est une bonne chose de ne pas avoir de réseaux sociaux avant 16 ans. Vous avez moins l'air d'extraterrestre. Exactement, ça ne devient pas juste notre décision à nous. Et le fait que la malveillance a été vraiment démontrée à travers les réseaux sociaux, où ce que leur but, c'est vraiment de créer un peu des accoutumances, des dépendances face aux réseaux sociaux. Les jeunes peuvent commencer à réagir un peu comme la cigarette. La cigarette, ça sert à quoi? Ça sert à ce que tu en rajettes. Fait que c'est un peu ça qu'on a amené comme argument à nos enfants. Mais ça reste un combat. Ça reste un combat pour moi aussi. Oui. Parlons-en de ce combat-là. Il y a des, comme dans tout combat, dans toute guerre, il y a des blessés, il y a des blessures, ça brasse, ça génère des tensions, dans le couple peut-être même aussi. Comment vous avez traversé ces années-là d'éducation de vos enfants par rapport à la technologie? Et même peut-être aussi dans votre couple, comment ça s'est passé si vous êtes... C'est sûr que moi, je suis un grand consommateur de télé. Je veux dire, puis dernièrement, j'ai découvert, dans le fond, pas TikTok, mais l'équivalent Facebook de ça. Et je me suis aperçu vraiment que je pouvais que ça pouvait comme créer une dépendance. Là, à un moment donné, j'ai comme réalisé, j'ai le goût vraiment de m'écouter. Là, j'ai dit, oh, attention. On va commencer à rapetisser les... Il y a quelque chose de beau dans le fait d'être une grande famille parce qu'on a des grands qui, dans leur travail, dans leur milieu de travail, dans des formations, des fois où ils travaillent avec des jeunes et ils donnent des formations pour prévenir. À leur tour, eux, ils le font pour nous aussi. Ils viennent le faire pour papa, maman. Ils disent, papa, tu devrais plutôt... Pourquoi tu n'as pas pensé faire des activités autres que... Et puis je reviens à l'idée des familles qui sont contre ou qui décident d'attendre un peu pour le cellulaire. Ça permet à nos enfants de voir qu'il y a d'autres choses à faire que d'être devant l'écran. Donc, ils voient que, là, ils sont allés jouer, ils ont fait de la musique, il y a la lecture. Donc, ça leur permet de voir tellement d'autres activités que nos enfants sont dehors. Même les voisins nous disent, c'est le fun de voir vos enfants jouer dehors. Il y a des enfants dans le quartier, mais on ne les voit pas. Ils sont chez eux, devant l'écran, ou au parc probablement aussi. Là, mais... Une des grandes tentations de l'écran, d'après moi, c'est de faire quelque chose sans effort. Quand tu regardes de quoi, tu es comme un peu un légume, tu te fais divertir, puis tu sais, je veux dire, cette forme d'activité-là, ça ne demande aucun effort. Tu sais, je veux dire, l'être humain est fait pour conserver l'énergie. Bien, ça, là, ça rentre dans ce cadre-là. Puis faire des efforts, c'est là que tu développes. Sans effort, il n'y a pas vraiment de développement. Fait que ça, il y a un piège aussi, de garder nos enfants dans cette espèce d'état végétatif là, d'écran qui nous amène toute l'information continuellement. Mais pour revenir à ta question, c'est sûr que ça nous oblige à se dire, là, je trouve que ça fait trop longtemps sur l'écran. Oui, mais toi aussi, c'est vrai, moi aussi. Bon, et on s'oblige, puis c'est un combat quotidien à chaque semaine. Parce que des fois, on s'est organisé l'automne, l'hiver, printemps, arrive l'été. Là, l'été, on est dehors, tout ça, mais là, elle recommence maintenant la rentrée scolaire. On le voit, là, qu'on est plus porté à être à l'intérieur, à être devant nos écrans. Fait que c'est... La nature a horreur du vide. Si on ne fait pas d'autre chose, ben on fait des écrans, c'est facile. C'est ça.
Fait que dans le fond, les enfants aussi ont eu des conséquences, dans le sens qu'il y a eu des conséquences académiques. Oui. Un peu. Tu sais, je veux dire, il y a eu un peu de conséquences académiques. Tu sais, je veux dire, le développement de la procrastination, c'est un des outils, c'est les écrans. Le mot procrastination, mais j'étais à une rencontre de parents tout récemment, puis ils disaient maintenant qu'ils proposent plutôt aux élèves de s'organiser, de plutôt organiser et plus s'habituer à l'agenda. Au lieu de focusser sur la procrastination, bien dire quelles sont les solutions. Et on voit que les écoles aussi nous appuient, nous aident. S'adapter. Oui, essaient de s'ajuster aussi. Fait que mais ça reste un combat. C'est dans le fond, on dit, ils sont devant l'écran. La réalité, c'est qu'ils sont connectés sur le monde au complet. Il y a quelque chose de charmant là-dedans, de dire, j'ai le choix entre parler avec une personne ou écouter le monde au complet. Ou avoir la vidéo la plus drôle de la planète cette semaine, c'est quand même fascinant. Moi, ça me permet d'être en contact avec ma famille. Ou quand les enfants sont à l'extérieur en voyage, bien, ça leur a permis d'être en contact avec nous une fois par semaine au moins, où nous envoyer des photos. J'ai parlé avec une de mes amies ce matin aux États-Unis, puis je peux parler avec ma cousine du Costa Rica, un autre en Allemagne. Moi, il y a quelque chose par contre. Il n'y a pas d'heure, là. Il n'y a pas de frontières. Ça a du bon aussi. On a un groupe de famille même sur Messenger, là. On écrit des nouvelles, on envoie des petites photos, ça nous garde des liens quand même, là. Mais, Ce que je trouve... C'est vrai que c'est positif de ce côté-là, mais dans le sens d'être toujours connectés ensemble, il y a comme un petit aspect négatif que je trouve, c'est, exemple, un enfant va faire un voyage. Il s'en va en Amérique du Sud ou il s'en va en Europe. Dans mon temps, quand tu faisais un voyage, tu faisais un vrai voyage. Dans le sens que c'était tellement cher à appeler que tu n'appelais jamais. Fait que dans le fond, tu vivais ton voyage pleinement. Tu n'étais pas toujours en communication quasiment assez proche avec les membres de ta famille. Il y avait la vraie coupure. Aujourd'hui, la vraie coupure est plus ou moins là au niveau des voyages. Puis c'était différent aussi. Quand tu faisais ton voyage, ailleurs, c'était pas comme chez toi. Ouais. Ces technologies-là, ils ont un effet d'uniformisation aussi. Là, il n'y a pas seulement la communication qui est constante, mais aussi tout le monde devient un peu pareil. Oui. Exact. Il y a comme une perte de diversité. C'est un sujet qu'on peut parler énormément, mais les familles, je pense que c'est bon de faire des conseils de famille autour de ce sujet-là. On en a fait beaucoup, nous autres, très houleux des fois. Oui. Ça brassait, parce que, je veux dire, souvent de fois, on se battait entre le gros bon sens et l'addiction. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des gens que l'addiction était peut-être tellement forte qu'ils ne reconnaissaient plus le gros bon sens. Fait qu'il y a vraiment... mais les conseils de famille... Mais le fait de s'asseoir ensemble, parler prise de conscience, puis pas... faut pas espérer tout régler le dossier du premier coup. Puis se trouver des trucs. Nous, on a de nos enfants qui aiment bien s'organiser. Bien, lui, il saura guider les autres parce que moi, je n'ai pas su le guider. Je ne suis pas vraiment très bonne. Là, mais ils peuvent s'entraider. Mais ils peuvent s'entraider. Là, fait que ça... Puis nous, ce qu'on a vu pendant la COVID, ce qu'on s'est aperçu, c'est que là, c'était... ils étaient tous à la maison. On en avait besoin, là, des petits bidules. Puis on n'en avait pas pour tous et chacun à la maison. Fait que quelqu'un nous a donné un vieil iPad, on s'en servait. Ou on se passait le cellulaire de maman pour toutes sortes de projets. Puis notre plus grande était en stage en ligne pour ses cours de aller dans le salon. Puis on s'est organisé. Là, on a un très beau réseau. Papa ne travaillait pas à la maison parce qu'à 9 sur le Wi-Fi, il restait pas beaucoup. C'était fou. Patrick, Marceau, Mildred, Canizales, on poursuit la discussion avec Maxime dans les prochaines minutes. N'hésitez pas à nourrir cette discussion-là de votre très riche vécu. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. On remercie vos enfants aussi. Qui étaient là un peu malgré eux aujourd'hui. On les aime, ils sont fins. On espère avoir trop de choses. On espère pas avoir dit trop de choses qui vont nous reprocher. On n'a nommé personne au moins, c'est bon. Merci à vous deux. Merci. Oui, de rien.